Durant l'apogée du Troisième Reich, alors que l'Europe était divisée par le sang et par le feu, une autre guerre se livrait en silence depuis des châteaux, des fermes cachées et des expéditions financées par l'État. Elle ne visait pas des peuples ou des ethnies, mais des espèces animales qui devaient s'ajuster aux moules fixés par la hiérarchie. Pendant que le front avançait, des programmes de sélection ont été activés pour modifier le corps et le comportement de certains spécimens, les transformant en extension biologique de la doctrine officielle. De 1933 jusqu'aux dernières années du conflit, un plan fut exécuté pour remplir l'Est de créatures ajustées à des critères physiques stricts, non pas comme de la faune sauvage, mais comme des symboles vivants d'un nouvel ordre naturel. Ce qui fut présenté comme de la science appliquée était, en réalité, une offensive systématique pour redessiner l'équilibre du monde animal. Combien de bêtes furent manipulées, élevées ou conçues pour servir une idéologie qui prétendait changer jusqu'à la racine même de la vie? Le zoo d'Hitler, l'expérience nazie pour ramener des bêtes éteintes. Durant les années 30, deux frères allemands ont consacré leur journée à une idée fixe qui avait peu à voir avec la nature telle qu'elle était connue. Leur objectif n'était pas d'étudier les animaux dans leur état actuel, ni de protéger les espèces menacées, mais d'utiliser les zoos comme espace de reproduction contrôlée où certains spécimens sélectionnés serviraient de base pour recréer des créatures éteintes depuis des siècles. Ces deux hommes, Lutz et Heinz Eck, dirigeaient quelques-uns des zoos les plus importants du pays et disposaient d'un soutien suffisant pour mener à bien des expériences qui, en d'autres circonstances, auraient été écartées comme des fantaisies impossibles. L'un d'eux était à la tête du parc zoologique de Berlin, tandis que l'autre gérait celui de Munich. Et ensemble, ils ont développé une idée qui combinait des critères de sélection forcés avec la volonté de modeler l'histoire naturelle selon les valeurs raciales qui s'imposaient à ce moment-là. Le centre de l'expérience était la figure de l'auroch, une espèce de grand bovin qui avait habité l'Europe pendant des milliers d'années avant de disparaître complètement. Cet animal, représenté dans des peintures rupestres et considéré comme l'ancêtre de nombreuses races modernes de bétail, fut vu par les Eck comme un symbole de force, de pureté et d'origine autochtone. La disparition de l'auroch ne fut pas le produit d'un accident naturel, mais une conséquence directe de l'action humaine, puisque sa chair, sa peau et sa taille en firent une cible constante pour la chasse. Le dernier exemplaire confirmé est mort dans les forêts de Pologne durant le XVIIe siècle, et depuis lors, il ne restait que des registres fossiles et des descriptions historiques. Cependant, pour les Eck, cette extinction ne représentait pas une fin définitive, car ils croyaient qu'il était possible de recréer quelque chose de très similaire à partir des races bovines actuelles. La méthode qu'ils ont imaginée ne reposait pas sur la récupération d'ADN ni sur des techniques modernes de laboratoire, mais sur la sélection d'animaux ayant des caractéristiques similaires à celles qui, selon eux, avaient défini l'auroch. À travers de multiples générations de croisements entre des races spécifiques de taureaux et de vaches, ils espéraient concentrer les traits désirés jusqu'à obtenir des spécimens qui, au moins en apparence, ressembleraient à l'animal éteint. La base de ce travail comprenait des espèces comme le bétail de la Camargue, le taureau de combat, le gris hongrois et quelques variétés primitives de l'Est de l'Europe. Les animaux résultants étaient sélectionnés pour leur couleur, leur taille, la forme de leurs cornes et leur comportement. Si l'un ne présentait pas les conditions adéquates, il était éliminé du processus, et si un autre remplissait les critères, il était reproduit jusqu'à fixer le trait. Cette forme de travail, connue sous le nom de rétrocroisement, cherchait à reconstruire non seulement l'image du passé, mais aussi sa force symbolique, adaptant la biologie au discours politique de l'époque. L'autre grand objectif des Eck fut le tarpan, un type de cheval sauvage qui avait également disparu du continent. Considéré par certains chercheurs comme le véritable cheval européen antérieur à la domestication, le tarpan était plus petit que les chevaux modernes, avec des crinières sombres et des pattes fortes. Les frères croyaient que s'ils parvenaient à le reconstruire, ils obtiendraient non seulement un spécimen précieux du point de vue zoologique, mais aussi un symbole de résistance naturelle qui pourrait être inséré dans les programmes éducatifs et culturels du régime. Pour ce faire, ils ont utilisé des races comme le cheval de Przewalski, le konik polonais et d'autres variétés rustiques qui conservaient encore certains traits du passé.
Contrairement à l'auroch, le tarpan avait survécu dans certaines zones jusqu'au XIXe siècle, ce qui leur permettait d'avoir des références un peu plus précises sur sa forme et son comportement. Les animaux résultant de ces expériences furent exposés dans des enclos spéciaux au sein des zoos qu'ils dirigeaient, où ils étaient présentés comme des versions restaurées d'espèces disparues. Ces espaces servaient non seulement de vitrines pour montrer les réussites atteintes, mais aussi d'outils pédagogiques où étaient renforcées des idées sur le passé, la terre et la connexion ancestrale supposée du peuple allemand avec son environnement naturel. Les visites scolaires, les dépliants explicatifs et les activités publiques autour de ces nouveaux spécimens mettaient l'accent sur leur authenticité, même s'il s'agissait en réalité de constructions modernes créées à partir d'une combinaison de sélection forcée et d'idéologie. Les Heck ne cachaient pas leurs intentions, mais parlaient ouvertement de leur désir de rendre au pays les espèces qui, selon leur vision, avaient été propres au territoire avant l'influence de cultures étrangères. La reconstruction de l'auroch et du tarpan n'était pas envisagée comme une expérience ouverte à la discussion scientifique, mais comme une action directe à des fins culturelles. En ce sens, la reproduction sélective n'avait pas pour objectif final d'élargir la connaissance sur les espèces éteintes, mais de réaffirmer un récit qui cherchait à légitimer certaines valeurs considérées comme essentielles. L'utilisation de critères visuels, comme la forme des cornes ou la couleur du plage, répondait plus à une image idéalisée qu'à une recherche détaillée. Au lieu de vérifier si les résultats obtenus étaient biologiquement comparables aux animaux originaux, on privilégiait l'apparence générale, l'impact symbolique et leur utilité au sein du discours national. La priorité n'était pas de reconstruire scientifiquement le spécimen, mais de modeler des figures fonctionnelles à la mise en scène culturelle promue par le régime. En parallèle au travail avec les spécimens vivants, les frères ont également encouragé des campagnes de reboisement et d'adaptation d'habitat au sein de certains espaces naturels où ces animaux pourraient être réintroduits. Le plan était de relâcher des aurochs restaurés et des tarpans reconstruits dans des zones contrôlées où ils pourraient survivre sans intervention constante, comme faisant partie d'une nature régulée qui répondait aux idéaux établis par le pouvoir. Dans certains cas, on a même exploré la possibilité de croiser ces nouveaux animaux avec des spécimens qui conservaient encore des traits sauvages, dans l'intention de consolider certains comportements considérés comme authentiques. L'intention était de créer un paysage complet qui, au lieu de représenter la biodiversité réelle, projetait une vision sélective du passé naturel, ajustée aux paramètres idéologiques du moment. Les frères Heck ne développaient pas leur travail dans un environnement fermé, ni limité à la sphère zoologique. Ils collaboraient avec des institutions qui offraient des ressources, un soutien logistique et un appui politique, ce qui leur a permis d'avancer rapidement dans leurs expériences. Leur accès aux réserves naturelles, aux élevages d'État et aux archives génétiques était facilité par l'intérêt du régime à montrer des résultats visibles. Les conditions leur étaient favorables pour mener des tests avec des animaux qui, dans d'autres contextes, auraient été considérés comme risqués ou inacceptables. Chaque spécimen obtenu était montré comme une réussite collective, soutenue par un réseau de laboratoires, de zoos et de fonctionnaires qui opéraient sous des directives communes. La création de ces animaux n'était pas seulement une initiative personnelle, mais faisait partie d'une structure plus vaste qui priorisait l'exhibition du pouvoir technique et du contrôle biologique à tous les niveaux possibles. Les visiteurs des zoos, en observant ces animaux, n'étaient pas invités à connaître le passé d'un point de vue scientifique, mais à s'identifier à une histoire reconstruite selon les besoins du présent. L'auroch ravivé ne servait pas à étudier l'évolution du bétail, mais à renforcer l'idée d'une ligne directe entre la terre, le peuple et la force primitive. Le tarpan récupéré n'était pas un objet de curiosité zoologique, mais un symbole de résistance, d'indépendance et de lien ancestral. Les vitrines, les affiches, les visites guidées et les discours publics qui accompagnaient ces expositions étaient conçus pour générer une émotion spécifique, un sentiment de fierté lié à la restauration d'un supposé équilibre naturel qui avait été altéré par des influences externes. Tout faisait partie d'une stratégie narrative qui remplaçait la connaissance par la construction d'un récit opportun. Le loup arien, élevage, protection et propagande du prédateur parfait. À un moment où chaque geste devait refléter les idéaux du nouvel État, la figure du loup commença à acquérir une valeur qui allait au-delà du biologique.
C'était une créature qui non seulement vivait dans les forêts du nord et de l'est du pays, mais qui incarnait, selon leur vision, des traits tels que la force, la résistance, la fidélité au groupe et l'agressivité défensive face aux menaces extérieures. Ces traits, présentés comme parallèles à ceux du citoyen idéal, firent du loup une figure utile pour renforcer les discours de cohésion, d'identité et de vigilance. Dans cet environnement, les fonctionnaires chargés de préserver la nature commencèrent à recevoir des instructions très spécifiques. Il ne s'agissait pas simplement d'éviter la chasse ou de protéger des espèces en danger. L'objectif était d'assurer que le loup puisse se maintenir dans son habitat naturel, se développer librement et être visible pour la population comme un rappel permanent de ce que le nouvel ordre cherchait à préserver. Les rapports qui émanaient de certains bureaux forestiers parlaient de surveillance constante dans des zones clés, où l'on savait qu'il restait encore des meutes isolées. Des barrières étaient placées pour empêcher le passage des chasseurs et des patrouilles locales étaient organisées, agissant avec une fermeté inédite, car tout dommage causé à ces animaux était interprété comme une agression indirecte aux valeurs du pays. Parallèlement à cette protection stricte, une campagne soutenue de diffusion commença, incluant des livres illustrés, des expositions et du matériel éducatif qui montrait le loup non pas comme un danger, comme il avait été représenté pendant des générations, mais comme un être noble qui devait être observé avec respect. Cette transformation dans la perception populaire fut méticuleusement organisée, et les images sélectionnées montraient toujours des spécimens dans une attitude ferme, sereine, intégrée dans le paysage naturel, loin de tout signe de menace. Dans les centres scolaires, des modules furent incorporés où les étudiants apprenaient le comportement du loup, sa structure sociale interne et sa capacité à survivre dans des conditions adverses. Tout cela était présenté comme un exemple du type de société que l'on cherchait à construire. Les parcs naturels les plus anciens du pays furent également adaptés. Dans certains cas, les parcours furent repensés pour faciliter l'observation des loups sans perturber leur routine, et des panneaux d'information furent installés, soulignant leur présence historique sur ces terres. Le visiteur, en marchant dans ces espaces, recevait un message clair. Le loup faisait partie de l'âme du territoire, et sa permanence représentait une victoire contre la décadence du passé. Dans des zones comme le Harz ou la Basse-Silésie, où la présence de loups était documentée depuis des siècles, des visites guidées furent organisées où les gardes forestiers expliquaient, avec l'appui de cartes et de registres, comment ces animaux avaient résisté aux transformations imposées par l'industrialisation ou les guerres, maintenant toujours leur modèle de comportement. Au-delà de ce qui était visible, des études détaillées sur les zones de reproduction, les déplacements saisonniers et l'alimentation des loups furent également encouragés. Ces informations, recueillies dans des archives spécialisées, servaient à la fois à renforcer le contrôle et à démontrer que l'on agissait sur une base scientifique. Les techniciens impliqués dans ces tâches appartenaient à des départements spécifiques qui dépendèrent directement de figures proches de la direction politique du pays, ce qui confirmait qu'il ne s'agissait pas d'une initiative marginale. De plus, certains documents internes montraient que la protection du loup n'était pas seulement une affaire naturaliste, mais une façon de réaffirmer la connexion entre le peuple, la terre et l'animal sauvage, sans besoin de l'exprimer en termes allégoriques. Dans certaines célébrations locales, surtout dans les régions de l'Est, des références au loup furent incorporées dans les affiches, les chansons et les rituels civiques. Les images étaient sobres, sans extravagance, mais renforçait toujours la présence de cet animal comme figure silencieuse qui observait depuis la forêt. Même certains uniformes d'organisation de jeunesse incluaient des broderies ou des insignes discrets qui évoquaient la figure du loup, non pas comme symbole central, mais comme détail qui reconnaissait sa valeur. Ces éléments passaient souvent inaperçus pour le visiteur, mais étaient facilement reconnaissables par ceux qui vivaient immergés dans cette narration quotidienne. Dans les années suivantes, les ordres de conservation s'étendirent à des régions plus éloignées, où existaient encore des témoignages de groupes isolés de loups. Des zones d'accès restreints furent créées, parfois protégées, avec l'aide d'unités paramilitaires ou de groupes de surveillance rurale qui signalaient les mouvements suspects. La priorité n'était pas seulement d'éviter la chasse directe, mais aussi d'empêcher les altérations de l'écosystème qui pourraient affecter les meutes. Cela incluait de limiter l'expansion de certaines cultures, de réguler l'installation de nouvelles infrastructures et de contrôler l'accès des étrangers sans justification.
Tout cela faisait partie d'un plan silencieux qui cherchait à garantir la survie de l'animal, dans des conditions qui le maintiendraient fort, libre et adapté au paysage qu'il a vu naître. Dans plusieurs documents d'archives, on détaille également les efforts pour éviter l'hybridation des loups avec d'autres espèces similaires qui pouvaient altérer leur comportement. Les autorités chargées de ces contrôles agissaient avec rapidité lorsque des signes de croisement étaient détectés, et dans certains cas, des actions directes étaient autorisées pour éviter la reproduction de spécimens considérés comme inadéquats. Cette surveillance génétique, bien que non promue publiquement, était une extension logique de la pensée qui entourait l'animal et sa fonction dans l'imaginaire du pays. Les cinéastes du moment furent également convoqués pour produire des images contrôlées du loup dans son environnement. Certaines de ces filmations furent utilisées dans des actualités, tandis que d'autres étaient incluses dans du matériel de diffusion scolaire. Dans tous les cas, le montage évitait de montrer la faiblesse, la maladie ou la décadence. Les prises étaient sélectionnées avec un soin extrême, cherchant toujours l'image de l'animal alerte, attentif à son environnement, avec des mouvements précis et une expression ferme. Les voix qui accompagnaient ces scènes étaient neutres, sans dramatisation, mais leur ton grave et lent renforçait l'idée que l'on était face à un être avec une dignité propre, dont l'existence méritait le respect. Ce type de représentation audiovisuelle consolida la perception collective que le loup n'était pas un animal quelconque, mais une espèce digne de protection spéciale. Dans les rapports adressés aux instances supérieures, on valorisait fréquemment l'impact éducatif qu'avait eu cette stratégie de communication. Les responsables signalaient que, comparativement aux époques antérieures, la majorité des jeunes ne voyaient plus le loup comme un ennemi du paysan ou une menace pour le bétail, mais comme une partie légitime du paysage national. On mentionnait aussi des anecdotes locales où les enfants, en trouvant des traces ou des hurlements, ne réagissaient pas avec crainte mais avec curiosité, et parfois même avec fierté de vivre dans une zone où habitaient ces animaux. Ces réponses étaient interprétées comme des indicateurs de succès dans la transformation de la conscience collective. En même temps, des plans étaient élaborés pour étendre cette politique aux pays voisins où le loup avait été poursuivi avec plus de dureté. On parlait d'envoyer des experts, de partager des expériences et de soutenir des programmes de réintroduction, toujours sous une narration qui évitait les références politiques explicites. Ces actions étaient présentées comme une collaboration technique, bien que les documents signalaient clairement que l'objectif était de promouvoir un modèle de conservation basé sur des valeurs propres, distinctes de celles qui prédominaient dans d'autres parties de l'Europe. En ce sens, le loup se convertissait aussi en un outil diplomatique, un symbole qui aidait à exporter une vision particulière de l'équilibre entre l'être humain et la nature. Ainsi, ce qui commença comme une mesure de protection spécifique se transforma en un projet structuré qui combinait la vigilance, la diffusion culturelle, l'éducation, le contrôle territorial et le monitorage biologique. Le loup, sans changer de forme ni de comportement, fut modelé discursivement jusqu'à devenir une figure clé dans le paysage idéologique du pays. Des chiens qui pensaient comme des soldats, l'expérience des chiens télépathes. Durant les années les plus étranges de la machine de guerre allemande, tous les ordres secrets n'étaient pas centrés sur les armes, les explosifs ou les stratégies militaires conventionnelles. Parallèlement aux entraînements sur les terrains de manœuvre et aux essais de projectiles, un groupe réduit d'officiers travaillait dans une direction qui paraîtrait aujourd'hui absurde, mais qui à l'époque a reçu attention et ressources. Apprendre à certains animaux domestiques à exécuter des tâches complexes en utilisant des méthodes frisant le fantastique. Il ne s'agissait pas de dressage physique, ni d'utilisation traditionnelle dans des missions. Ce que l'on tentait, c'était que certains chiens puissent, avec l'aide de stimuli mentaux, interpréter des ordres sans avoir besoin de contact verbal ou de gestes. Tout cela se déroulait loin des quartiers généraux connus, dans des espaces isolés d'où les documents ne sortaient pas et où les visites étaient restreintes. Dans ces lieux, les responsables n'étaient pas des scientifiques reconnus ni des spécialistes formés dans des centres prestigieux, mais des personnages obsédés par l'inexplicable, des individus qui défendaient la possibilité que les animaux puissent développer des capacités cachées, et même communiquer sans parler. L'idée n'était pas sortie de nulle part. Les années précédentes, certaines publications avaient déjà rapporté des nouvelles sur des chiens qui semblaient répondre à des pensées humaines, qui devinaient des mots, qui comprenaient des symboles, et qui réagissaient à des stimuli non visibles. Bien que la plupart considérèrent cela comme une farce, certains l'ont pris comme un signe de quelque chose de possible, un outil à explorer dans le contexte militaire,
surtout en des temps où tout pouvait être mis à profit. Le programme se déroulait dans un environnement rural, éloigné des centres urbains, où furent installés des chenils, des salles d'observation et des espaces d'isolement pour éviter les distractions. Les animaux sélectionnés étaient en majorité de taille moyenne, avec un tempérament stable et faciles à manipuler. La priorité était qu'ils aient une résistance physique, mais surtout qu'ils montrent une certaine capacité à réagir à des stimuli peu habituels. Certains venaient d'élevages spécifiques, d'autres étaient pris dans des zones occupées, et tous passaient par un processus d'évaluation de base avant d'être intégrés aux entraînements mentaux. Les séances commençaient par des exercices simples. Des mots étaient placés sur des tableaux, des sons étaient assignés à certains mouvements, et les animaux étaient stimulés avec des friandises, des bruits, des lumières ou des combinaisons de signaux tactiles. Le but était que l'animal puisse, avec le temps, associer des concepts à des actions. S'il parvenait à toucher avec la patte un tableau qui disait « manger » avant qu'on ne lui offre de la nourriture, le résultat était noté. S'il répondait par un aboiement à une question écrite, le comportement était enregistré. Avec le temps, ces petites réussites commencèrent à générer de l'enthousiasme parmi les responsables du projet, qui croyaient assister à une évolution communicative hors du commun. Les rapports internes parlèrent de chiens qui savaient épeler leur nom avec des lettres, qui réagissaient à des nombres et qui identifiaient même des images sur papier. La majorité de ces données n'a pas été vérifiée par des sources indépendantes et l'accès aux installations était si restreint que même les supérieurs les plus proches ne pouvaient confirmer ce qui s'y passait. Malgré cela, les responsables continuaient d'envoyer des documents à leurs commandants, assurant que le progrès était réel, qu'il existait une façon d'utiliser cette connexion avec les animaux dans des missions de surveillance, de détection de menaces ou d'envoi de messages entre les lignes sans avoir besoin de radio ni de messager. L'un des exercices les plus répétés consistait à placer un chien dans une salle fermée et son soigneur dans une autre, séparés par plusieurs murs et sans contact sonore. Le soigneur pensait à une action, par exemple que le chien s'assoie, qu'il se déplace vers un coin ou qu'il reste immobile, et les observateurs enregistraient si l'animal le faisait. Lorsque cela se produisait, c'était noté comme un succès. S'il ne réagissait pas, on tentait à nouveau. Parfois, des stimuli factices étaient introduits pour vérifier si le résultat était réel ou fortuit. Selon les organisateurs, les taux de réussite dépassaient le pourcentage attendu par le hasard, ce qui renforçait l'idée que l'animal était, d'une certaine manière, en train de lire les pensées. Des variantes furent essayées. Parfois, les chiens étaient entraînés avec des personnes différentes pour voir si cette connexion pouvait être transférée. Dans d'autres cas, des objets comme des cartes, des photographies ou des vêtements étaient introduits pour que l'animal identifie celui qui correspondait à la pensée du soigneur. Des tests furent réalisés avec des nombres, des emplacements et des mouvements. On explora même la possibilité qu'il puisse recevoir des instructions en plein champ ouvert, sans contact direct, ce qui permettrait en théorie d'utiliser les animaux dans des tâches de sabotage ou de localisation de personnes sans avoir besoin d'exposer des soldats humains. Les responsables du projet n'avaient aucune expérience préalable en études animales. Leur profil combinait superstition, obéissance et désir de résultat. Ce qui les intéressait le plus n'était pas de comprendre comment fonctionnait le processus, mais de démontrer que les rapports étaient véridiques et que ces chiens pourraient servir à l'avenir. Des pages entières furent écrites avec des descriptions de chiens qui connaissaient prétendument plus de 50 mots, qui répondaient à des phrases complètes, qui savaient quand le soleil se lèverait ou qui détectaient des mensonges. Tout cela fut écrit sur un ton sérieux, comme s'il s'agissait d'avancées scientifiques réelles, bien que les méthodes ne suivaient aucune norme acceptée et que les données n'aient pas été examinées par des experts externes. La propagande joua également un rôle important. Certains journaux locaux publièrent des reportages sur ces animaux, les appelant « les soldats à quatre pattes », affirmant qu'ils seraient bientôt au front utilisant leurs capacités spéciales. Les images montraient des chiens devant des tableaux noirs, des soigneurs écrivant des phrases et des animaux, au regard fixe, comme s'ils comprenaient ce qui se passait. Ces photos servaient à renforcer l'idée que le pays était à l'avant-garde même dans le dressage animal, et que l'esprit pouvait être utilisé comme une arme. Avec le temps, le projet perdit de son soutien. À mesure que les besoins urgents augmentaient sur d'autres fronts, les ressources allouées à ce type d'expérience furent réduites.
Il n'y eut ni clôture officielle ni communiqué public, on cessa simplement de parler du sujet. Les archives furent stockées, les chenils fermés et les salles utilisées à d'autres fins. Certains des responsables disparurent de la documentation militaire sans laisser de traces. D'autres continuèrent de travailler dans des zones moins visibles de l'appareil étatique. Les chiens, quant à eux, restèrent une partie d'un chapitre qui est rarement mentionné, une tentative de convertir en outil de guerre quelque chose qui ne fut jamais prouvé de manière fiable. On ne sait pas avec certitude combien d'animaux sont passés par ces installations, ni combien sont parvenus à exécuter les tâches que décrivaient les rapports. Ce qui fut enregistré, c'est l'effort investi dans une idée qui mêlait désir, superstition et stratégie, à un moment où chaque possibilité était poussée à l'extrême, même si elle n'avait aucun fondement vérifiable. Chevaux d'élite, la pureté raciale dans les écuries du Troisième Reich. Durant l'apogée du régime national-socialiste, l'élevage de chevaux a acquis une importance stratégique et symbolique qui allait bien au-delà de l'utilité militaire ou agricole. Le régime a encouragé une politique délibérée de sélection équine basée sur des critères de pureté raciale, d'esthétique corporelle et d'obéissance, ce qui a conduit au renforcement de races considérées comme nobles, parmi lesquelles le Trakehner, le Lipizan et le Hanovrien. Ces chevaux n'étaient pas seulement utilisés dans des défilés, des cérémonies ou des entraînements d'officiers, mais ils incarnaient également une vision idéalisée du corps parfait, fort et discipliné, qui devait projeter le nouvel ordre racial. Au lieu de privilégier la fonctionnalité animale dans les champs ou la guerre, l'administration du Reich a investi des ressources et de la propagande pour mettre en évidence le caractère noble du cheval, lié à l'héritage impérial prussien et aux traditions équestres qu'Hitler et son entourage souhaitaient récupérer comme symbole de continuité historique. Les Trakehner, en particulier, étaient élevés dans les régions de Prusse orientale sous des programmes stricts d'amélioration génétique. On recherchait des spécimens aux membres longs, à la posture élevée, au regard ferme et aux mouvements élégants, capables de supporter à la fois l'équitation de haut niveau et les dures exigences de l'armée. Les haras officiels, comme celui de Trakehnen, devinrent des espaces contrôlés par des techniciens, des vétérinaires et des officiers qui évaluèrent chaque exemplaire avec des critères de pureté similaires à ceux utilisés dans la classification des personnes. Le cheval devait montrer un équilibre physique, une soumission au cavalier, une énergie contenue et l'absence de traits dégénérés. Chaque défaut physique, chaque anomalie, chaque manque de proportion était éliminé de la lignée avec la même logique qui guidait les politiques d'hygiène raciale chez les humains. En plus du Trakehner, le Lipizan fut adopté comme emblème du raffinement équestre que le nazisme voulait exhiber au monde. Élevé traditionnellement en Autriche et associé à l'école espagnole d'équitation de Vienne, ce cheval blanc, au mouvement précis et au dressage classique, fut élevé au rang de symbole national. La préservation de cette race fut considérée comme une priorité même dans les dernières années du conflit, au point que des unités militaires reçurent des ordres spéciaux pour évacuer des spécimens choisis et les transférer vers des zones sûres avant qu'ils ne tombent aux mains des ennemis. Le Lipizan, avec son pelage clair, son encolure arquée et son allure cérémonielle, s'insérait parfaitement dans l'esthétique raciale que le régime promouvait. Beauté visible, origine claire et obéissance absolue. Pour soutenir ces programmes, le Reich établit des réseaux de collaboration entre vétérinaires, officiers de la SS et éleveurs affiliés au parti. Les haras d'État recevaient un soutien financier direct, des terres fertiles et une protection militaire. Dans des régions comme Paretz, Neustadt, Doss et Moritzburg, de grandes installations équestres furent mises en place, où étaient appliqués des critères sélectifs tant pour la reproduction que pour l'entraînement. L'alimentation, l'environnement et le traitement étaient optimisés pour obtenir des spécimens dociles, forts et visuellement percutants. Les poulains étaient observés dès les premiers mois pour détecter des aptitudes ou des défauts, et seule une minorité était acceptée dans les programmes de dressage et de reproduction avancés. Dans de nombreux cas, les cavaliers qui entraînèrent ces chevaux étaient également des officiers avec une formation idéologique, ce qui renforçait la connexion entre pureté animale et fidélité au parti. La connexion entre les chevaux et l'idéologie du régime se manifestait également dans les spectacles publics. Durant les années de consolidation du pouvoir nazi, les défilés organisés par le parti incluaient des sections équestres dans lesquelles des chevaux blancs montés par des cavaliers en uniforme parcouraient des rues décorées de drapeaux et d'étendards.
Ces scènes étaient soigneusement planifiées pour transmettre l'ordre, la force contenue et l'harmonie entre l'homme et l'animal. Les photographes du régime capturaient des images où le cheval regardait droit devant lui, dressé, comme s'il partageait la même volonté que son cavalier. Dans les films de propagande, les plans de chevaux galopant au ralenti, traversant des prairies ou exécutant des manœuvres complexes, servaient de métaphore visuelle du nouvel ordre que le nazisme prétendait imposer en Allemagne et en Europe. L'un des objectifs moins visibles de ces politiques était de consolider un modèle de reproduction contrôlée qui était appliqué rigoureusement dans le domaine équestre. Les décisions concernant chaque croisement étaient prises selon des critères fixés par des techniciens et des superviseurs du régime qui enregistraient, évaluaient et approuvaient chaque lignée de descendance dans le but de maintenir un standard morphologique strict. Tout le processus était documenté, de l'alimentation à l'environnement, et l'on intervenait à toute phase qui mettrait en péril le résultat attendu. Les SS, en particulier, jouèrent un rôle clé dans l'appropriation de la tradition équestre. Himmler, grand amateur de chevaux, encouragea la création de centres d'équitation pour la formation de ses officiers, où l'on enseignait non seulement à monter, mais à incarner l'esthétique du chevalier du XXe siècle. Le cheval n'était pas seulement un moyen de transport ou un animal d'exhibition, c'était un prolongement du corps de l'officier, une extension de sa volonté. Les photographies de Himmler à côté de ses chevaux ou les images de hauts commandants des SS inspectant des haras n'étaient pas dues au hasard. Elles reflétaient une vision dans laquelle la supériorité raciale devait s'exprimer également dans la manière d'élever, de monter et de dominer des animaux considérés comme nobles. Un autre des éléments marquants fut la participation de cavaliers allemands aux compétitions internationales, y compris les Jeux olympiques. Les délégations équestres du Reich étaient sélectionnées avec minutie, non seulement pour leur capacité sportive, mais aussi pour leur apparence, leur posture et leur loyauté idéologique. Gagner une médaille n'était pas une fin en soi, mais une façon de démontrer que le modèle racial national-socialiste produisait des corps supérieurs, tant humains qu'animaux. Chaque victoire était célébrée comme une preuve de l'efficacité des politiques du régime. Les cérémonies de remise des prix, où les chevaux levèrent la tête pendant que retentissait l'hymne, étaient représentées comme des moments de gloire partagés entre nations, cavaliers et bêtes. Durant les années d'expansion territoriale, les nazis ont également exproprié des écuries et des lignées d'élevage dans les pays occupés. Des chevaux polonais, hongrois et yougoslaves furent transférés en Allemagne pour être intégrés dans des programmes de reproduction sélective. Certains spécimens étaient considérés suffisamment purs pour améliorer les lignées allemandes, tandis que d'autres étaient éliminés ou relégués à des tâches mineures. Ce pillage zoologique faisait partie d'une politique plus large d'appropriation de ressources, qui incluait des œuvres d'art, du patrimoine culturel et également des animaux. La supériorité raciale ne se limitait pas à l'homme. Elle devait aussi dominer la faune, la réguler, la hiérarchiser et l'exploiter. Vers la fin du conflit, lorsque les structures du régime commençaient à se désintégrer, de nombreux spécimens furent abandonnés à leur sort ou se retrouvèrent entre les mains des forces alliées. Certains Trakehner et Lipizan furent montés lors des dernières opérations de cavalerie défensive, tandis que d'autres furent transférés discrètement vers des zones éloignées par décision des autorités nazies elles-mêmes. Il existe des archives qui mentionnent des caravanes escortées par des officiers, chargés de déplacer des groupes choisis d'animaux vers des zones rurales, hors de portée immédiate de l'ennemi. Cette mobilisation, exécutée en pleine retraite, illustre la valeur symbolique que ces chevaux conservaient au sein de l'appareil étatique. Expériences oubliées, petites créatures à des fins létales. Tandis que les divisions militaires se réorganisaient sur le front oriental, des boîtes en bois étaient ouvertes dans d'autres coins du Reich, où il n'y avait ni fusils ni plans de chars, mais des bocaux contenant des insectes vivants, des cages avec des rongeurs entraînés et des flacons avec des substances qui, absorbées par la peau ou les muqueuses, pouvaient provoquer des effets immédiats. Là, loin des tranchées, on discutait d'autres manières d'attaquer sans balles, où les animaux les plus insignifiants en venaient à faire partie d'une guerre sans visage. Il ne s'agissait pas de légendes ni de symboles, mais de plans discrets où l'ennemi ne verrait pas le coup venir. L'un des projets les plus silencieux consistait à utiliser des puces infectées pour propager des maladies.
Le modèle venait de l'observation de techniques déjà vues en Asie, mais ce que l'on cherchait en Allemagne était d'améliorer leur propagation, de l'adapter à différents environnements et de la rendre indétectable. Les puces étaient élevées dans des laboratoires où on leur injectait des cultures actives, puis elles étaient stockées dans des capsules de céramique scellées qui pouvaient être larguées depuis les airs. L'idée était que, en se brisant au contact du sol, elles libèrent des milliers de spécimens qui sauteraient sur tout corps chaud proche. Il n'y avait même pas besoin d'une explosion. En même temps, dans d'autres centres, on étudiait comment modifier le comportement des rats pour qu'ils accomplissent des tâches d'infiltration. Ce n'était pas un plan d'espionnage imaginatif, mais un programme réel de dressage basé sur des stimuli électriques. Des méthodes étaient testées pour faire en sorte qu'un rongeur traverse un tunnel et active un détonateur en atteignant un point marqué par des signaux olfactifs. Les tests étaient lents, et bien que les résultats ne furent jamais standardisés, des documents indiquaient l'intention de déployer des meutes de ces animaux dans des zones urbaines avant des bombardements. Non pas pour tuer, mais pour causer le chaos, l'alarme, des mouvements inutiles. Dans un autre domaine plus expérimental, des rapports apparurent sur l'utilisation d'abeilles comme capteurs naturels. Certaines unités scientifiques du Reich travaillaient sur le concept d'entraîner des abeilles à détecter la présence de substances chimiques ennemies, de mines enterrées ou même de personnes cachées. En étant exposées à certains composés, les abeilles modifiaient leur trajectoire de vol et s'agglutinaient dans des zones spécifiques. On ne les pensait pas comme des armes, mais comme des mécanismes d'alerte précoce. Bien que ce programme n'ait pas été approuvé pour un déploiement, son existence est confirmée dans les archives de recherche datées entre 1942 et 1943. Parallèlement, certains rapports incluaient des essais avec des scorpions. Ceux-ci étaient enfermés dans des capsules de verre scellées hermétiquement avec un gaz neutre. En étant jetés d'une certaine hauteur, l'impact libérait les arthropodes dans des espaces clos comme des refuges souterrains ou des postes de surveillance. L'objectif était de créer la confusion, de forcer des sorties, de provoquer des blessures inattendues ou de simples accidents qui démoraliseraient. Le choix du scorpion était basé sur sa résistance, son instinct défensif et sa capacité à se cacher dans des fissures, où il pouvait ensuite attaquer celui qui se sentirait en sécurité derrière des portes blindées. Il y eut aussi des tentatives d'appliquer ces principes au monde aquatique. L'un des documents les plus frappants faisait référence à un programme qui prétendait utiliser des poissons comme porteurs de petites charges explosives. La procédure consistait à fixer des dispositifs au corps du poisson au moyen de minuscules harnais en liège imperméable. L'idée était de les relâcher dans des rivières ou des canaux proches de ponts, où par instinct ils chercheraient des zones sombres ou des structures immergées. Bien qu'il fût improbable qu'ils atteignent leur cible avec précision, dans des espaces contrôlés, une détonation pouvait suffire à rompre des tuyaux ou à provoquer une inondation locale. Une autre ligne d'étude moins connue fut celle qui explora l'utilisation de crapauds comme générateurs de toxines. Certaines espèces sécrétaient des substances dangereuses par la peau, qui pouvaient être collectées avec soin et mélangées à d'autres composants pour créer des gels ou des pâtes irritantes. Ces produits étaient appliqués sur des objets qui étaient ensuite manipulés par l'ennemi. Bien qu'ils ne tuèrent pas, ils provoquaient des brûlures, de la fièvre et dans certains cas une cécité temporaire. Il ne s'agissait pas de poisons classiques, mais de composés irritants développés à partir de sécrétions animales. Leur valeur résidait dans leur facilité d'obtention et leur caractère invisible. Même les vers de terre furent considérés dans des propositions marginales, non pas comme une arme directe, mais comme un système de test pour les sols contaminés. Certaines unités prétendaient évaluer la toxicité de certains terrains en utilisant le comportement de ces invertébrés. S'ils s'éloignaient ou mouraient en quelques minutes, le sol était considéré comme inutilisable pour des installations. C'est ainsi que l'on définissait les routes, les points de campement et les zones où les véhicules devaient éviter de s'arrêter. Il ne s'agissait pas d'un programme létal, mais il faisait partie de l'engrenage où la vie animale était réduite à un instrument de mesure. L'une des idées les plus extrêmes émergea dans des laboratoires proches de Berlin, où l'on tenta d'utiliser des serpents comme moyen d'infiltration. Ils étaient stockés dans de longs tubes, maintenus apathiques par une basse température et libérés dans des espaces où l'ennemi pouvait se réfugier. Le plan prévoyait que, en récupérant leur mobilité, ils se déplacent vers des zones chaudes comme des couvertures, des sacs ou des chaussures. Bien que le risque fût faible,
Une morsure pendant la nuit pouvait générer la panique, des retards, des évacuations ou des erreurs de jugement. Il n'y eut jamais d'opération confirmée avec succès, mais les essais avec de véritables vipères figurent dans plusieurs notes de terrain. Une autre ligne était encore plus risquée, l'utilisation d'oiseaux pour transporter des charges légères. Certaines espèces à vol rapide furent entraînées à parcourir de courtes distances avec des cylindres de métal attachés au corps. Ceux-ci contenaient de la poudre inflammable qui, en tombant sur certaines surfaces, pouvait être enflammée par des mécanismes à retardement chimique. Le problème était que beaucoup n'arrivaient pas à destination ou que le poids affectait leur vol. Malgré cela, il existe des preuves de plusieurs essais réalisés en champs ouverts avec des pigeons modifiés. La précision était faible, mais le concept était considéré comme valable pour attaquer des dépôts de céréales ou des toits d'entrepôts. Dans une proposition encore plus expérimentale, l'utilisation de chauves-souris comme porteuses d'éléments incendiaires fut étudiée. De petits tubes avec une mèche chronométrée leur étaient attachés, et elles étaient relâchées dans des zones urbaines au crépuscule. En cherchant refuge, elles entraient dans des greniers, des granges ou des toits en bois, où l'on s'attendait à ce que le dispositif s'active avec un retard suffisant pour ne pas alerter l'entourage avant que cela ne brûle déjà. Bien que ce programme soit associé à d'autres puissances, des notes dans les archives allemandes indiquent que sa viabilité fut explorée avec des espèces locales, sans résultat concluant. Même les mollusques eurent leur place. Dans une unité spécialisée, on testa le placement de capteurs chimiques à l'intérieur de coquilles de moules pour détecter des déversements ou des produits dissous dans l'eau. On ne cherchait pas à attaquer, mais à identifier des routes contaminées ou des activités de l'ennemi dans les cours d'eau. Ces animaux, en ouvrant ou en fermant leurs coquilles selon la pureté de l'environnement, fonctionnaient comme des alarmes naturelles. Bien que leur usage ait été écarté en raison de leur lenteur et de leur dépendance à des conditions stables, cela démontra comment tous les créneaux possibles étaient explorés, même chez des créatures immobiles. Finalement, on proposa l'emploi d'œufs d'insectes en poudre comme arme à retardement. Ils étaient distribués sur des objets apparemment inoffensifs, et au contact de l'humidité ou d'une température adéquate, ils éclosent. Le résultat était une infestation soudaine dans des zones fermées, des tranchées aux wagons. Plus que de nuire physiquement, ils cherchaient à provoquer le rejet, l'abandon, l'irritation, l'incapacité de repos et un sentiment d'insécurité. C'était une manière indirecte de fatiguer l'ennemi sans entrer en combat. Le dragon du Reich, symbole, pierre et feu au cœur du nazisme. Il n'était pas nécessaire qu'il crache du feu, ni qu'il sorte d'une grotte pour devenir une figure centrale dans l'imaginaire nazi, car le dragon qu'ils ont représenté, sculpté et répété sur leur monument n'était pas une créature fantastique ordinaire, mais un emblème chargé d'intentions politiques, idéologiques et visuelles qui commença à réapparaître dans des symboles officiels, des façades de bâtiments, des reliefs, des emblèmes ésotériques et des rituels privés à mesure que le régime consolidait sa narration du passé, et il le faisait en se servant d'éléments tirés d'anciens récits germaniques, de codes médiévaux, de sculptures romanes et de réinterprétations qui exagéraient le rôle d'une créature qui n'a jamais existé, mais qui occupa une place très réelle dans l'architecture mentale du nazisme. Cette créature, avec son corps allongé, sa tête serpentine et ses griffes acérées, fut utilisée dans des contextes où il n'était pas nécessaire de parler d'animaux, mais de pouvoir, de pureté, de domination ou d'extermination symbolique d'un ennemi. C'est pourquoi elle apparut aussi bien aux entrées de châteaux réappropriés que dans des écoles de formation idéologique, des temples d'inspiration nordique ou des espaces où l'endoctrinement devait sembler faire partie d'un héritage ancestral. Le dragon que l'appareil visuel du Troisième Reich a fait revivre ne provenait pas de contes pour enfants ni d'illustrations modernes, mais de représentations médiévales qui avaient été récupérées durant le XIXe siècle par des courants nationalistes qui voyaient dans ces bêtes un symbole de la lutte héroïque des peuples germaniques contre ce qui était étranger, sale ou démoniaque. Dans ce contexte, le dragon se transforma en une figure ductile, capable de représenter à la fois le chaos à détruire et le pouvoir invincible qui s'empare du territoire. Cette double fonction lui conféra une valeur unique. Il pouvait apparaître comme un ennemi vaincu par le héros racial, connu ou anonyme, ou comme une force protectrice, gardienne du sang, de la terre et des secrets anciens.
Cette ambiguïté était intentionnelle et permettait aux dignitaires du régime d'utiliser le dragon comme partie d'un message fermé pour les initiés, où tout n'était pas compréhensible au premier coup d'œil, mais où chaque figure, pierre ou conception parlait une langue cachée qui se connectait à des rituels perdus, des temps lointains et des notions de pureté. Dans le château de Wewelsburg, que Himmler transforma en un centre de formation pour ses officiers les plus idéologisés, les dragons apparaissaient sculptés sur des colonnes, encastrés dans des vitraux, gravés sur les cadres des portes et répétés dans des reliefs qui ne suivaient pas un motif architectural aléatoire, mais un schéma organisé selon une vision symbolique de l'espace. Chaque salle avait sa propre disposition de figures, et les bêtes ailées étaient réservées à certains couloirs, escaliers ou salons liés à des idées d'initiation, de contrôle ou de mort. Contrairement à d'autres lieux du Reich, où l'aigle ou la croix gammée dominaient l'environnement, là les dragons occupaient un rôle beaucoup plus ancien et réservé, et ceux qui parcourèrent ces espaces le faisaient en sachant qu'ils n'étaient pas face à de simples décorations, mais face à des fragments d'un monde reconstruit visuellement avec une intention précise. Dehors des murs de ce château, d'autres espaces institutionnels du régime adoptèrent également la figure du dragon dans des reliefs en pierre, des drapeaux rituels et des salles décorées à des fins idéologiques. Dans les centres scolaires où était enseignée une version manipulée du passé, les matériaux didactiques montraient des illustrations qui opposaient cette créature à un guerrier idéalisé, porteur des valeurs du nouvel ordre. La scène, répétée dans les livres et les murales, avait l'intention de consolider une vision manichéenne où certaines figures représentaient le corrompu et d'autres le restaurateur. La créature mythique fonctionnait ainsi comme figure de contraste absolu, intégrée dès le plus jeune âge dans une pédagogie qui convertissait les symboles en instructions implicites. La présence du dragon ne se limita pas à l'art visuel ou architectural. Dans plusieurs cérémonies privées organisées par des secteurs du parti plus liés aux courants occultistes, cette créature fut incorporée dans des rites, des insignes et des cercles d'études où se combinaient des éléments tirés du paganisme germanique, de l'alchimie médiévale et des théories raciales les plus extrêmes. Certains documents internes de ces groupements montrent des emblèmes où le dragon entoure une rune spécifique, comme si son corps fonctionnait comme un sceau protecteur ou comme un serpent qui protège une connaissance réservée aux élus. Ces images ne faisaient pas partie du discours public du régime, mais elles faisaient partie de son système de croyances internes, où le visuel avait le même poids que l'idéologique. Dans certains temples construits par des organisations proches du cercle ésotérique du parti, comme certaines structures en Bavière ou en Saxe, les dragons étaient sculptés sur les bases de colonnes ou intégrés dans des rosaces de pierre qui représentaient des cycles, des généalogies mythiques ou des cartes rituelles. Là, on ne parlait pas d'eux comme de figures littéraires, mais comme des gardiens du sacré, des gardiens d'un ordre ancien que le nazisme prétendait réactiver sous un nouveau nom. Certains écrits internes de ces groupes font référence aux dragons comme « gardiens du sang »,« protecteurs de l'entrée » ou « ceux qui ne dorment pas », des phrases qui accompagnaient des dessins avec des positions et des formes calculées, non laissées au hasard. Cette obsession pour le symbolique structura une partie de la conception de ces lieux, qui furent utilisés comme centres de méditation, d'endoctrinement ou de planification. En plus de sa fonction comme symbole visuel, le dragon fut également utilisé comme figure narrative dans les discours internes. Dans certains textes réservés aux leaders intermédiaires, on employait des récits adaptés où un peuple pur devait traverser une vallée habitée par des dragons pour atteindre sa destinée. Ces textes, bien que déguisés en paraboles ou en mythes, étaient en réalité des structures idéologiques qui renforçaient la logique du sacrifice, de la violence purificatrice et de l'élimination de ce qui est distinct. Le dragon n'était pas, dans ce contexte, une créature fantastique sans fonction, mais une excuse visuelle et narrative pour justifier une vision du monde basée sur l'affrontement constant entre le pur et l'impur. Durant la phase finale du régime, lorsque le chaos commença à dominer tant le front que l'arrière-garde, certains tentèrent de récupérer l'usage du dragon comme figure de résistance. Dans certains pamphlets internes et conceptions de dernière minute, la silhouette de cette bête réapparut aux côtés de messages qui parlaient des gardiens qui brûlent encore, ou des flammes qui ne s'éteignent pas, des phrases qui faisaient appel au noyau le plus fanatique des partisans du régime, et qui utilisaient cette image non plus comme une menace externe, mais comme une force interne encore vivante. Cette dernière apparition du dragon n'eut pas un impact pertinent,
mais elle démontre comment le régime utilisa jusqu'à la fin les mêmes figures visuelles pour soutenir une narration d'immortalité et de devoir éternel. Avec la défaite du Troisième Reich, beaucoup des lieux où se trouvaient ces figures furent démantelés, détruits ou transformés. Cependant, quelques sculptures, reliefs ou emblèmes survécurent, et avec le temps, ils passèrent à faire partie d'études sur l'utilisation du symbolisme dans les dictatures modernes. Dans ces analyses, le dragon nazi n'apparaît pas comme une créature sortie de conte, mais comme un produit d'une machinerie idéologique qui comprenait le pouvoir de l'image, du mythe et de la scénographie pour manipuler la perception du réel. La figure du dragon, qui dans d'autres contextes pouvait être symbole de sagesse ou de fantaisie, fut dans ce cas un outil de domination symbolique, un miroir déformé où le régime projeta sa vision du monde. L'héritage visuel du dragon au sein du nazisme ne peut pas être compris comme un simple caprice esthétique, ni comme une fantaisie de collectionneur de bestiaires anciens. Il fit partie d'une structure narrative complète, où chaque figure avait une fonction, chaque forme avait un message, et chaque créature, réelle ou imaginée, devait servir une idée de contrôle absolu. Et même s'il ne volait ni ne parlait, le dragon de pierre, de fer ou de papier remplit sa mission. Être vu, être rappelé, et parler sans besoin de mots au sein d'un système qui convertit le symbolique en politique. Mutation ratée, les aberrations que le Reich n'a jamais montrées. Dans plusieurs enceintes de recherche rurale, notamment dans le nord-est de l'Allemagne, certains responsables commencèrent à expérimenter avec des reptiles qui ne répondèrent pas comme ils l'espéraient, croisant des variétés locales avec des espèces ramenées de zones colonisées en Afrique et en Asie, où l'humidité et la chaleur généraient des déformations internes que personne ne savait expliquer. Et c'est justement là qu'apparurent des spécimens qui ne vivaient que quelques heures, avec des écailles incomplètes, des mâchoires fusionnées ou des épines exposées, tandis que les responsables insistaient pour forcer de nouvelles générations afin de trouver une forme qui pourrait mieux s'adapter à l'environnement européen, même si le processus impliquait d'éliminer des centaines de nouveau-nés en l'espace de jours. Dans une autre installation située en Silésie, des tests furent réalisés avec des oiseaux nocturnes qui furent soumis à des lumières artificielles continues, altérant leur cycle naturel dans le but de réduire le repos et d'étendre les périodes d'activité sans interruption, ce qui donna lieu à des espèces qui perdèrent l'orientation et commençaient à frapper les murs des cages jusqu'à se défigurer complètement, et bien que certains observateurs notèrent que certains oiseaux parvenaient à garder les yeux ouverts plus longtemps que la normale, il n'y eut aucun résultat utile au-delà de la destruction des spécimens et de l'accumulation de déchets sur les toits de l'enceinte, où les animaux s'écrasaient souvent à l'aube. Dans une zone boisée près de Poméranie, un groupe spécialisé en amphibiens tenta de mélanger des lignées séparées par des milliers de kilomètres, ramenant des grenouilles des temps tropicaux pour les combiner avec des variétés natives des mares allemandes, générant une séquence de malformations où certaines présentaient des pattes surnuméraires, une peau semi-transparente ou une incapacité totale à sauter, ce qui les faisait rester immobiles jusqu'à être dévorés par leurs propres sœurs, tandis que les responsables documentaient tout avec des photographies en noir et blanc qu'ils détruisirent ensuite de peur qu'elles ne tombent entre des mains extérieures, bien que quelques copies restèrent stockées dans des enveloppes non étiquetées. Plus au sud, en Bavière, de petits laboratoires mobiles furent installés où étaient transportés des spécimens vivants de chauves-souris ramenés de zones d'Europe de l'Est, soumises à des climats artificiels et à des routines d'alimentation forcées, dans le but de générer des mutations qui permettraient d'augmenter la taille des ailes et de modifier les patrons d'écolocalisation. Mais le résultat fut des créatures qui ne pouvaient pas voler, avec des crânes disproportionnés et des côtes cassées qui dépassaient lors du mouvement, et bien que certains techniciens assurèrent avoir vu des comportements répétitifs similaires à des modèles programmés, il n'y eut aucun moyen de répliquer aucun cas au-delà de rapports qui parlaient de instabilité structurelle absolue. Dans des documents classifiés comme inutilisables, on mentionne également des tentatives de modifier des arthropodes, particulièrement des scorpions et des mille-pattes, introduits dans des habitats forcés avec des substances qui étaient versées dans le sol pour altérer leur rythme de croissance, et bien que les chercheurs cherchassent à doubler leur taille, la seule chose qu'ils réussirent fut que certaines mues sortent incomplètes, laissant des corps piégés à l'intérieur de leur propre peau durcie, ce qui provoqua une accumulation de spécimens moribonds qui devaient être incinérés chaque semaine, avec des travailleurs qui devaient utiliser des gants renforcés par peur d'infections inconnues, bien qu'aucune maladie transmissible n'ait jamais été confirmée.
Dans certaines archives liées à des études lacustres, apparaît la description de poissons qui furent élevés dans des bassins avec une forte exposition à une radiation de bas niveau, essayant de stimuler des changements spontanés dans les branchies et la longueur du corps, ce qui finit par générer des spécimens sans yeux, avec des bouches tournées sur les côtés, ou avec des écailles qui se détachaient au contact minimal, et bien que certains comportements distincts, comme la nage circulaire constante, aient été enregistrés, rien de tout cela ne fut considéré comme utile, et les piscines terminèrent vides, scellées avec du ciment, suite à des rapports de fuite qui auraient pu contaminer des affluents proches, bien qu'aucun reste n'ait été trouvé en aval. Un cas particulier se produisit dans la région de Bohême, où l'on tenta d'altérer la structure des hérissons européens au moyen de régimes alimentaires exclusifs de protéines animales, cherchant à modifier le modèle défensif et à augmenter la taille des piquants. Mais ce qui émergea fut une lignée de spécimens avec des déformations sévères de la colonne vertébrale, avec des épines courbées qui les empêchèrent de se rouler complètement et des zones du corps exposées sans couverture dermique, ce qui attira des infections et provoqua la mort de la majorité avant d'atteindre un mois de vie, bien que certains furent envoyés à Berlin pour être disséqués et analysés par des équipes qui ne laissèrent aucune trace de leurs observations. On découvrit aussi des annotations sur des expériences avec des crustacés fluviaux, particulièrement dans des zones du Danube où l'on cherchait à augmenter l'agressivité des crabes au moyen de stimuli électriques appliqués durant les phases de mue, ce qui résulta en des individus qui montraient des mouvements erratiques, une perte d'extrémité ou des réactions défensives face à des objets inanimés, et bien que les responsables aient rapporté une augmentation de la vitesse de réaction durant les premiers jours, le comportement devint chaotique et il n'y eut aucun moyen de les maintenir en vie plus de 2 semaines, obligeant à arrêter les études et à enterrer les résidus dans la terre humide sans identification. Dans les rapports internes rédigés en langage chiffré, on mentionne d'autres tentatives avec de petits mammifères, en particulier des blaireaux et des martres, dont l'alimentation et le rythme de repos étaient modifiés pour induire des changements physiques visibles, mais les résultats furent des spécimens plus maigres, avec chute du pelage et des difficultés à se reproduire, ce qui fut interprété comme un échec total, et malgré cela, on continua avec des lignées parallèles qui n'apportèrent que des cadavres prématurés et des cages vides jusqu'à ce que les techniciens abandonnent les tests et ferment les cahiers avec des annotations biffées à la main. À quelques occasions, des vers et des larves furent utilisés comme base pour générer des cycles de croissance accélérés au moyen de chaleur constante et de lumière ultraviolette, ce qui donna lieu à des générations qui vieillissaient en l'espace de jours, avec des corps segmentés qui s'effondraient avant d'atteindre la phase adulte. Et bien que certains aient montré des changements dans la pigmentation, aucune mutation ne fut stabilisée, de sorte que l'expérience fut éliminée et les flacons détruits avec les étiquettes, pour éviter des questions embarrassantes durant les inspections de routine. L'un des peu de registres qui survécut à la vidange des archives mentionne des expériences réalisées avec des tortues importées, auxquelles on tenta d'éliminer la carapace par des moyens mécaniques, avec l'idée d'observer la régénération sous des conditions extrêmes, ce qui généra une série de déformations internes et d'expositions mortelles qui se terminaient en l'espace d'heures, et bien que des images de certaines qui survécurent un couple de jours aient été documentées, les résultats furent qualifiés de répulsifs, même par ceux qui étaient habitués à manipuler des cadavres dans des laboratoires biologiques. Dans une autre section des archives apparaissent des mentions de lézards qui furent injectés avec des composés dérivés de glandes bovines, avec l'intention de générer des réponses hormonales incontrôlées qui altéreraient le métabolisme, mais ce qui arriva fut une inflammation progressive des organes internes, une perte de mobilité et une mort généralisée au bout de quelques semaines, et bien que des changements dans la couleur de la peau et une augmentation dans la masse de certaines zones aient été enregistrés, il n'y eut aucune continuité due à la détérioration accélérée de tous les spécimens, ce qui obligea à jeter les cages et à appliquer une désinfection avec des produits chimiques industriels. L'un des derniers essais de cette nature eut lieu en Prusse orientale, où de petits rongeurs furent utilisés, auxquels on tenta d'induire la perte totale de vision dès la naissance, en appliquant des bandeaux permanents et des stimuli alternatifs. Mais le résultat fut une dépendance absolue à l'odorat et une réaction de stress constant qui empêchait toute forme de socialisation entre spécimens avec des comportements répétitifs qui culminaient en cannibalisme, ce qui fit que les responsables abandonnèrent l'expérience après avoir considéré que les effets étaient contraires à tout objectif d'adaptation réel.
Vers la fin de ces projets ratés, on mentionne l'élevage d'amphibiens souterrains dans l'espoir de générer des organismes capables de résister à des environnements sans lumière ni ventilation. Mais les spécimens obtenus ne parvenèrent pas à compléter leur développement et mouraient peu de temps après avoir émergé, présentant des malformations à la tête et un manque de coordination motrice, ce qui provoqua le vidage et le scellement des bassins, ne laissant que des annotations brèves et sans signature, tandis que les responsables étaient réaffectés à des tâches agricoles conventionnelles. Créatures de frontières, les limites du nazisme entre science et magie. Certains cercles au sein de l'appareil nazi, en particulier ceux plus liés aux courants ésotériques et à l'occultisme, commencèrent à associer certaines espèces à des pouvoirs invisibles, tentant de créer une connexion directe entre le biologique et le magique. Contrairement aux élevages officiels ou aux laboratoires supervisés par des vétérinaires, ces espaces fonctionnaient comme des chambres closes où se mélangeaient des croyances archaïques, des manuscrits anciens et une idée diffuse que l'animal pouvait être une porte vers l'inconnu. Dans ces espaces, reptiles, oiseaux nocturnes et petits carnivores étaient extraits de leur environnement habituel et emmenés dans des scénarios où ils n'étaient pas analysés pour leur qualité biologique, mais pour la signification cachée qui leur était attribuée. Les serpents étaient placés à l'intérieur de cercles de pierre, ornés d'écritures tirées de textes anciens, tandis que certains hiboux étaient enfermés dans des pièces sans lumière, où des personnes se présentant comme médiums affirmaient que leur regard se connectait à des plans invisibles. Ces pratiques, jamais reconnues officiellement, ne furent enregistrées que dans des fragments dispersés de carnets personnels, des rapports incomplets et des témoignages de quelques rares personnes qui vécurent pour le raconter. En plus de ces actions isolées, des rencontres semi-clandestines furent organisées où se réunissaient des figures militaires avec des personnes qui s'autoproclamaient voyants ou interprètes de symboles anciens. Dans ces espaces, les animaux étaient placés au centre de cérémonies où se combinaient des références nordiques, des éléments païens et un usage déformé de symboles culturels qui n'avaient rien à voir avec la science. Le curieux est que ces pratiques ne furent pas complètement marginales. Certaines d'entre elles bénéficièrent du soutien silencieux de figures de second niveau du régime, qui, bien que ne participant pas directement, finançaient ou toléraient l'activité dans le cadre d'une recherche plus large de pouvoir à travers l'irrationnel. Par exemple, des documents furent découverts qui mentionnaient l'usage de grenouilles dans des cérémonies liées à la prédiction du climat guerrier, où leurs mouvements étaient interprétés comme des signes de futures victoires ou défaites. Dans d'autres cas, des insectes récoltés dans des zones rurales étaient utilisés pour élaborer des filtres qui, selon les participants, pouvaient altérer la perception des soldats avant d'entrer au combat. La réalité derrière ces usages était beaucoup plus rudimentaire. Il n'existait aucune formule éprouvée ni structure rationnelle. Tout se construisait autour de l'intuition, des symboles et d'une esthétique du mystère qui cherchait des réponses en dehors de toute logique traditionnelle. En même temps, certaines enceintes cachées dans des zones boisées du sud de l'Allemagne et de l'Autriche abritaient des animaux qui n'étaient pas étudiés pour leur comportement, mais pour leur prétendue capacité à émettre des fréquences associées à des états altérés. Il s'agissait d'expériences sans méthodologie, où les participants notaient des réactions subjectives après avoir écouté les sons émis par des grillons ou des corbeaux enfermés dans des espaces spécialement conçus pour amplifier leur écho. Ces pratiques non seulement s'éloignaient de la science, mais montraient une fascination obsessionnelle pour la frontière entre le visible et l'occulte. Parallèlement, il y eut des tentatives pour lier certaines espèces à des lignées généalogiques mystiques, comme si certains animaux portaient une connexion directe avec des cultures perdues qui, selon les organisateurs de ces cérémonies, avaient possédé une connaissance supérieure. Ces pratiques furent également liées à des objets. Non seulement les animaux faisaient partie du rite, mais aussi des os, des peaux ou des fragments de corps qui étaient considérés comme des reliques porteuses d'une énergie ancestrale. Des rapports ont été trouvés décrivant comment des restes d'animaux disséqués étaient conservés dans des coffres fermés avec des cadenas de fer, et comment, certaines nuits, ils étaient ouverts uniquement pour être contemplés durant des rituels privés auxquels participaient moins d'une douzaine de personnes. Les assistants n'étaient ni des scientifiques ni des chercheurs, mais des membres d'une structure parallèle où le symbolique pesait plus que toute donnée vérifiable. Même au sein des SS, il y eut des courants intéressés par ce type de pratique, bien que sans être officiels ni reconnus comme faisant partie de l'appareil.
Certains secteurs explorèrent l'usage d'animaux comme instruments d'orientation spirituelle, dans une tentative de connecter la domination territoriale avec une légitimité magique. On parlait à voix basse de « gardiens invisibles », et des excursions en forêt étaient organisées avec des guides étrangers au milieu militaire, des hommes dédiés à lire des traces et à observer des comportements animaux comme s'ils étaient des messages chiffrés du destin. Là, il n'y avait ni ordre ni instruction, seulement des interprétations libres et arbitraires, qui cependant étaient prises au sérieux par ceux qui y participaient. À mesure que la guerre avançait et que les défaites s'accumulaient, ces pratiques ne disparurent pas, mais s'intensifièrent dans certains secteurs. On en vint à penser que le rationnel ne suffisait plus et que seule une énergie invisible pouvait renverser le cours des événements. Ce fut alors qu'augmenta la présence de rituels avec des oiseaux sauvages, spécialement ceux qui chantaient de nuit, et de nouveaux éléments furent introduits comme des dessins géométriques peints au sol avec du sang animal. On utilisait des cartes anciennes, des dates liées au solstice et des fragments de pierre ramenés de sites considérés comme chargés énergétiquement. Rien de tout cela n'altéra le cours des événements. Les lignes défensives s'effondraient et les villes tombaient sans retenue. Malgré tout, ceux qui participaient à ces pratiques persistaient dans leurs convictions. Ils affirmaient que le temps n'avançait pas de manière rectiligne et que les effets de leur cérémonie ne se manifesteraient que sur un autre plan. Cette notion de continuité invisible, combinée au rejet délibéré de toute logique vérifiable, transforma ces groupes en noyaux isolés où l'on affirmait que le tangible n'était qu'une apparence transitoire. Dans ces espaces, les animaux n'étaient pas compris comme des êtres physiques, mais comme des entités chargées de sens cachés, utilisées pour convoquer des forces que personne n'osait définir. Des groupes encore plus fermés surgirent également, qui utilisaient des peaux, des crocs ou des crânes pour construire des objets rituels, qui ne répondaient à aucune iconographie nazie visible. Là n'apparaissaient ni croix gammées, ni emblèmes connus, mais des symboles étranges, souvent copiés de cultures qui n'avaient aucune relation directe avec le continent européen. Des références au chamanisme sibérien, à des tribus africaines et à des codex précolombiens furent détectées, toujours interprétés de manière libre et distordue. L'animal, une fois de plus, était le véhicule choisi pour donner forme à ces croyances. Derrière cet usage symbolique se cachait une histoire à peine documentée, le projet du Troisième Reich pour ressusciter les forêts antiques de l'imaginaire germanique par le retour d'espèces disparues depuis des siècles. Dans le cadre de cette vision irrationnelle d'établir un empire éternel, des plans concrets furent esquissés pour peupler des territoires de l'Est avec des colonies aryennes et de grandes réserves, où ne cohabiteraient que des créatures adaptées à l'idéal racial. Tant Göring que Himmler firent appel à d'éminents spécialistes du pays pour encourager une campagne de modification génétique destinée à rediriger l'environnement naturel, tant en ce qui concerne la faune sauvage que les animaux domestiques. Dans cette combinaison de pouvoir politique et d'ambition scientifique, cette histoire révèle comment les nazis cherchèrent à soumettre la nature à leur propre schéma et à altérer le cours même de l'évolution.